maintenant. Merci, l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de conférences par le passé sur divers sujets, comme par exemple la marque employeur, sur des sujets toujours un peu avant-gardistes sur la gestion des ressources humaines. J'ai tout le temps été hyper attirée vers ce qui est différent, vers ce qu'on ne fait pas encore. Donc, Business.ca est une entreprise qui n'existait pas, le modèle n'existait pas, c'est quelque chose que j'ai créé un peu avec mes intuitions, avec mes tripes, et ça fonctionne bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce modèle-là, le modèle Business.ca, dans le fond, qui est un peu inspiré des entreprises libérées. Si vous connaissez les entreprises libérées, la holacratie, donc tous des modèles d'entreprise, ça fait des années que je lis sur les entreprises libérées, sur la holacratie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Frédéric Laloux sur les entreprises réinventées. Donc, moi, c'est mes bouquins que je lis au fur et à mesure de mon avancement de carrière. Puis, il y a évidemment d'autres livres dans la même veine. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mon histoire. Je vais vous parler de comment c'est arrivé sur Business.ca et qu'est-ce que ça donne maintenant sur le marché, puis vers où on s'en va. Mon but, c'est vraiment de nous amener, de vous amener à faire un pas de plus vers l'évolution du monde du travail, parce que pour moi, ça a toujours été une croyance fondamentale que le lien employeur-employé, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, en tout cas pour les prochaines années, à être un patron, avoir quelqu'un qui obéit ou qui fait ce qu'on lui dit de faire. Je trouve que ça ne fait plus de sens pour moi. J'aime ma pensée qu'on est... Pas que j'aime ma pensée, mais je le sais que nous sommes des humains avec... des talents incroyables, puis il faut juste être dans la bonne chaise et faire le rôle qui nous est donné. Dans le fond, on a chacun une mission sur la Terre, puis on réalise notre mission en étant ici. Alors, je pense que même dans les organisations, on peut réaliser nos missions sans nécessairement avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire et comment le faire. C'est sûr qu'on peut avoir une direction qu'on aura regardée ensemble, mais de là à avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire, pour moi, c'est révolu. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises qui ont encore un modèle hiérarchique sont dépassées, mais pour moi, dans mon cœur, il faut que ça change, mais bon, moi, je suis comme une espèce de révolutionnaire qui, des fois, fait bouger les choses. Puis, ben, ce petit pas aujourd'hui qu'on va faire ensemble va peut-être faire avancer les choses dans votre tête, dans votre cœur, ou peut-être pas du tout, puis c'est correct aussi. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous avez envie d'entendre quelque chose qui est différent et vous avez envie de faire un pas de plus aussi vers cet avenir du monde du travail. Est-ce que ça fait du sens? Oui? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à interrompre. Je ne suis pas nécessairement en one-man show, en one-woman show. Je suis vraiment là pour qu'on grandisse ensemble, qu'on apprenne ensemble. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Alors, je vais partager mon écran. J'ai fait un petit PowerPoint qui ne fonctionne pas en PowerPoint, qui fonctionne juste en PDF. Donc, je vais vous glisser des slides là, au lieu de les faire avancer comme ça. Donc, bienvenue dans le monde de Business.ca pour changer ensemble le monde du travail. Je vous ai parlé brièvement tantôt du livre de Frédéric Laloux sur les entreprises réinventées. Ici, Frédéric, en fait, dans son livre, là, surtout la version, je m'excuse de me tasser comme ça, la version illustrée, il aime bien ça, avoir justement des illustrations. Donc, cette illustration-là nous démontre un peu l'évolution du monde du travail, l'évolution des organisations. Bon, c'est sûr que là, c'est un peu pêle-mêle, donc c'est pour ça que je l'ai juste mis comme ça pour vous montrer à quel point il aime ça, que ça soit coloré, et on aime ça d'imager un peu l'évolution, mais par la suite, j'ai quand même pris un tableau un petit peu plus compréhensible là,
sur l'évolution des organisations depuis environ 10 000 ans. Donc, évidemment, là, je vais vous faire un petit résumé, mais ma présentation, ce n'est pas nécessairement de faire la présentation de Frédéric Laloux et de son modèle holacratique, mais plus de mettre la table aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà vu ces tableaux-là, qui savent un petit peu de quoi qu'on parle? Non? Alors, c'est complètement... Isabelle, tu l'as déjà ton livre? Est-ce qu'il y a d'autres? Parce que là, je ne vous vois pas toutes, là, c'est tous. S'il y en a d'autres qui veulent peut-être juste me dire oui ou non, ou oui, si vous l'avez déjà lu ou connaissez. OK. Donc, je vais faire le petit résumé. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, dans le fond, là, avant, là, si on parle d'il y a 10 000 ans, évidemment, on parle des organisations, ils ont mis des couleurs. OK, bon, c'est l'organisation impulsive, on a mis le rouge pour, dans le fond, c'était des organisations qui fonctionnaient vraiment avec la force, avec la domination, avec, si tu ne le fais pas, si la personne ne faisait pas, qu'est-ce qu'elle avait à faire? Elle risquait peut-être même de sa vie. C'était vraiment la dictature. Là, on parle de vraiment il y a très, très, très longtemps. C'était l'esclavagisme, c'était toutes les organisations fonctionnaient vraiment par la force, la peur, la dictature. Et maintenant, aujourd'hui, ça, on n'en voit plus vraiment. C'est sûr qu'on a passé à autre chose, là, et heureusement. Mais on voit quand même un petit peu de ces organisations-là dans des gangs de rue. On peut revoir un petit peu ce modèle de « si tu ne fais pas ça, je te tue », là, ça existe encore, mais pas dans nos entreprises. Plus dans des gangs, justement, un petit peu underground. Bon, ça a évolué vers un modèle ambre, qui est le modèle conformiste. Donc là, dans le modèle conformiste, on parle plus de l'ordre, de la morale, des entreprises qui sont très rigides, des commandements, du contrôle. Mais évidemment, il n'y a pas de violence, là, c'est plus hiérarchique. Donc, on pense, mettons, à l'armée, on pense à des organisations vraiment hyper... c'est ça, que la personne au pouvoir décide, mais que là, on a quand même un peu plus d'humanisme dans les organisations. Maintenant, ces organisations-là existent moins, évidemment. On les retrouve peut-être plus dans les institutions religieuses, dans le gouvernement un peu, peut-être pas au Québec, peut-être dans d'autres pays que vous connaissez, que vous avez visités, ou c'est encore un petit peu le modèle conformiste. Maintenant, aujourd'hui, on retrouve des organisations à partir du orange, du vert, on en a de plus en plus, et nous, on se retrouve vraiment à Business Posséade dans le opale, dans le mauve, bleu-mauve. Donc, les organisations orange, on parle vraiment des organisations qui œuvrent avec efficacité. Des gens qui cherchent la rentabilité, des organisations qui cherchent à faire de l'argent, des organisations qui veulent prévoir, contrôler, qui veulent avoir des réflexions stratégiques très précises, à des indicateurs de performance. Puis vraiment, le but des organisations orange, c'est de faire de l'argent. C'est d'installer aussi une stabilité, une prévisibilité. Donc, c'est correct, là, je pense qu'il y a peut-être encore 50% des organisations qui sont là-dedans. Faire de l'argent, ça reste très important au cœur de beaucoup d'organisations. Puis là, ça nous amène l'envers de la médaille des organisations orange, c'est vraiment l'impact environnemental. C'est un manque de valeurs fondamentales, que les jeunes ne rejoignent plus les entreprises oranges parce que ça manque de sens. Donc, si la seule raison que l'organisation existe, c'est de faire de l'argent, il y a beaucoup de gens qui décrochent à ces organisations-là. Il y a les organisations vertes qui émergent. Donc, les organisations vertes, ce sont des organisations qui accordent plus d'importance aux valeurs fondamentales, aux valeurs de tous et chacun, puis arrimer ces valeurs-là pour faire quelque chose ensemble. Donc, on va vraiment avoir une organisation qui va ressembler à une famille
ou est-ce qu'on va être drivé par l'espoir de changement, dans l'espoir de réaliser quelque chose ensemble. On partage le pouvoir, on partage les responsabilités. C'est beaucoup plus aplati comme organisation. On ne voit plus tant que ça des hiérarchies là, à pu finir. On ne voit plus de silos. Donc, on essaie de défaire les silos. Alors, ça, ben, je pense que la plupart des entreprises aujourd'hui tendent vers ce modèle-là, qui est un beau hybride entre l'opale et le orange. Donc, le vert est quand même une organisation bien intéressante, là. Sa faiblesse, par contre, c'est qu'on vit encore dans le vert, dans la peur de manquer quelque chose, dans la peur que mes employés aillent travailler ailleurs, dans la peur de manquer de matières premières, dans la peur. Donc, il y a encore ça qui est très, très fort. Tandis que dans l'organisation un peu plus bleu-mauve, l'entreprise qui est en évolution, bien, il n'y a plus cette peur-là qui existe. On est vraiment dans la confiance, on est dans comment on peut faire ensemble et on est vraiment dans on pense que l'abondance existe puis qu'elle est accessible à tous. Puis je ne peux pas en prendre plus que l'autre. Et je ne peux pas être là pour prendre une plus grosse pointe de tarte que ma collègue de travail ou que mes collègues de travail. On est tous interconnectés. Puis si on veut faire un parallèle avec quelque chose une image, on pourrait penser dans le fond, à l'organisme vivant. Une forêt, par exemple. Les arbres ne sont pas en chicane les uns avec les autres, ils s'entraident à grandir ensemble. Les fleurs arrivent, ils font leur travail. Les abeilles arrivent, ils participent aussi à cette croissance, à cet écosystème. Donc, l'organisation Opale est vraiment dans que tout le monde fait sa job, puis ça va marcher. Chacune des personnes qui fait partie de l'organisation s'entraide, puis ajoute quelque chose à l'autre, puis tout ça fait que ça fait un chef-d'œuvre, puis on avance ensemble. Donc, business.ca, je ne le savais pas, mais on est vraiment dans l'évolution, dans l'organisation Opale. Puis vous allez voir un peu, en vous racontant mon histoire, comment j'ai découvert que je ne pouvais pas vivre dans les autres couleurs. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois que j'avais une organisation ou je travaillais dans une organisation, bien, je me sentais toujours pas à la bonne place. Est-ce que ça va? Parfait. Je continue. Alors, ben, mon histoire, dans le fond, moi, j'ai étudié en ressources humaines. J'ai fait aussi un bac en gestion et développement des organisations avec Marie-André, justement. Et en 2006, Marie-André, on était, je pense, dans les mêmes cours à ce moment-là. J'ai démarré une firme conseil en ressources humaines dans la région de Rive-Nord de Montréal. C'était un modèle hyper traditionnel là, avec quelques employés, une adjointe administrative, un bureau que je payais. Là. Et dans le fond, j'avais au point numéro 3, là, énormément de plaisir là, parce que moi, dans le fond, ce que je veux dans la vie, c'est d'être avec les gens puis de créer des choses avec les gens. Donc, j'embauchais des gens pour avoir du fun, mais je n'avais pas de rentabilité d'organisation du tout. Pour plusieurs raisons, j'imagine. Premièrement, parce que je me sentais toujours dans le manque. J'avais toujours peur au jeudi parce qu'il fallait que je paye mes employés. Donc, quand tu vis dans la peur, dans la crainte de ne pas être capable de payer tes choses, bien, souvent, c'est ça qui arrive. Donc, je vivais vraiment du stress de façon incroyable. Donc, ça a été quand même une longue période. Vous pouvez voir quasiment 10 ans. Où est-ce que cette organisation-là, traditionnelle, avec des employés, des ordinateurs à payer, un local à payer, et puis des gens qui parfois, pendant une semaine, n'avaient pas de contrat, bien, je les payais pareil. Puis je finissais par jamais faire de sous, puis j'étais vraiment hyper stressée. Mais j'avais quand même du plaisir avec eux, là, mais reste que c'était vraiment pas un modèle pour moi. Puis déjà, je commençais à m'intéresser à l'entreprise libérée. Je ne pensais pas pouvoir l'appliquer dans mon cas. Donc voilà, j'avais toujours ce sentiment de perte
à chaque fois que je rencontrais des compétiteurs, je ne voulais pas trop jaser de mes affaires, trop dire c'est qui mes clients. Puis, tu sais, je me sentais vraiment comme toujours en compétition avec tout le monde. Fallait que, tu sais, comment qu'elle a charge, puis combien qu'elle a fait ci, puis l'autre qui fait ça, puis oh non, il n'y a pas déjà un autre compétiteur qui arrive dans la région, puis toujours dans la peur de perdre mon territoire, puis perdre mes clients. Alors ça, peut-être que vous vivez ça un petit peu dans vos cas. Là. Vous êtes beaucoup de gens parmi vous sont des travailleurs autonomes ou des propriétaires d'entreprises. Donc, je ne sais pas si vous vivez ça, le sentiment de oh non, pas un autre compétiteur, pas un autre ci, oh non, on va manquer de ci, on va manquer de ça. Mais moi, je vivais ça. En 2014, je me suis fait, dans le fond, j'ai fait, je pense, une dépression là, after the fact. J'ai eu des enfants, puis j'étais bien épuisée. Puis finalement, j'ai vendu mon entreprise à une firme qui avait des valeurs aussi d'acquisition, une entreprise qui voulait acheter tous les compétiteurs, devenir le plus gros. L'ego dans cette entreprise était très, très, très fort. Je me sentais comme vraiment un chien d'un jeu de quilles. Ça ne marchait pas non plus. Alors, j'ai quitté. Ensuite, j'ai été employée dans une entreprise où il y avait des systèmes, là, mais des systèmes incroyables, des règlements, des carrés, des choses à faire. Puis moi, il fallait que je rentre dans la boîte. Ça ne marchait pas non plus. Enfin, à un moment donné, je me suis fait congédier. J'étais hyper triste pendant des mois et des mois. Mais j'avais dans ma tête le mot « ensemble » là, qui revenait toujours, comment on peut faire ensemble, parce que je ne voulais pas retourner démarrer une entreprise, puis recommencer le pattern de compétition, machin. Donc, il y avait ça, ensemble, comment je peux faire quelque chose avec les gens. Et là, j'ai démarré business.ca en 2018. Donc, c'était vraiment comment on peut faire ensemble le changement dans le monde du travail. Là, je voyais de plus en plus de gens qui partaient à leur compte, des consultants qui partaient à leur compte, puis je me disais comment je peux travailler avec tout ce monde-là. Alors, ça s'est réalisé. J'ai commencé, de 2018 à aujourd'hui, je suis passée du je au nous. Donc, heureusement, j'avais encore des clients de longue date qui me faisaient confiance. Donc, j'ai été rechercher ces clients-là. Je suis passée de la consultante à la busionnaire. Dans le fond, la busionnaire, c'est moi avec ma compagnie Business.ca. Donc, je ne fais plus aucun mandat moi-même. Ce que j'ai commencé à faire, c'est aussitôt que j'ai des mandats, des clients qui demandent quelque chose, une entreprise qui demande un consultant, là, j'affiche les mandats. Je trouve le bon consultant pour le mandat. Je m'assure quand même, je reste impliquée dans la gestion des projets, mais là, j'ai accès à tous les consultants de la planète s'il le faut. Je vais aller chercher toujours la meilleure personne. Et souvent, on va combiner 2 ou 3 consultants qui vont se compléter, qui ne se connaissaient même pas déjà. Et puis, on va co-créer une solution avec notre client pour que ça se passe de façon parfaite, puis que l'entreprise puisse avoir le service qu'elle a besoin et encore plus. Donc, c'est un modèle qui est extraordinaire. C'est un modèle qui, évidemment, n'a aucune compétition. Isabelle est là aujourd'hui, elle fait partie des consultants. Puis, c'est quand Isabelle lève la main parfois pour un mandat, puis c'est pas elle qui l'a, elle comprend que cette fois-ci, c'était pas la meilleure ressource parce que ses talents vont peut-être être plus utiles dans un autre mandat. Donc, c'est un modèle qui m'impressionne à chaque jour parce qu'à chaque jour, j'ai des consultants qui m'amènent des idées pour faire grandir cette organisation-là. C'est absolument incroyable. Le modèle évolue à chaque jour avec les idées de tout le monde. Nicolas est là aujourd'hui aussi. Nicolas s'occupe de notre marketing. C'est lui qui a pensé à la plateforme. Je ne sais pas si ça avait été visité la plateforme, mais c'est lui qui a pensé à la plateforme. Fait que chacune des personnes ajoute à ce modèle-là, qui fait qu'on travaille vraiment juste en union. C'est un modèle qui m'a appris que si mon objectif est de faire de l'argent, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne mais vraiment pas.
au début, là, je n'étais pas encore habituée à mon propre modèle. Hein, fait que là, mettons, là, je dis Isabelle parce que je te vois dans l'écran, Isabelle, mettons, bon, Isabelle, j'ai un mandat en réflexion stratégique, qu'est-ce que tu en penses? Combien tu me facturerais? Parce que dans le fond, les consultants facturent à Business.ca et nous, on refacture aux clients. Là, Isabelle va me dire, ben, Karine, moi, j'aimerais ça avoir 100$ de l'heure. Puis là, moi, je n'osais pas trop dire combien moi j'allais facturer aux clients pour pas qu'Isabelle sache c'est quoi mon profit sur le mandat. Puis là, là, à un moment donné, j'ai fait comme, ben là, que ça donne de cacher ces chiffres-là, tu sais. Ça appartient à tout le monde, c'est tellement évolutif. Puis quand même qu'Isabelle saura que je fais 20$ ou 25$ ou même 100$ de l'heure de plus, ça ne change rien pour elle. Si elle a son profit, tu sais, elle a sa valeur, qu'elle croit vouloir, qu'elle désire avoir, puis moi, je lui donne, bien, le reste, bien, c'est pas, tu sais, c'est juste parfait pour tout le monde si elle a fait de l'argent, puis moi aussi, puis le client est content. Bon, fait que là, l'argent, la fameuse argent, ça aussi, c'est un gros patente là, dans plusieurs histoires. Mais pour moi, en tout cas, c'est bien évident que si mon objectif, en travaillant, en ouvrant une entreprise, c'est de faire de l'argent, bien, ça ne fonctionne juste pas. Mon objectif, c'est vraiment de mobiliser des gens vers le changement dans le monde du travail. Puis ce changement dans le monde du travail, bien, c'est ça, c'est de ne plus avoir de structure organisationnelle et de toujours avoir juste les bonnes personnes dans les bons mandats et ça va fonctionner. La hiérarchie, l'employé, la description de poste, la personne qu'on embauche pour mettre dans une case, pour moi, c'est terminé. Il faut juste dire « Oh mon Dieu, tu es bonne là-dedans, toi, ou tu es bon là-dedans, toi, je peux-tu utiliser ces talents-là pour faire grandir mon entreprise? » Ben oui. Puis dans 2 ans, là, si ce que tu avais à faire dans mon entreprise, ben, c'est terminé, ben, tu peux faire d'autres choses. Puis c'est pour ça que le monde de la consultation, pour moi, c'est merveilleux parce qu'on peut justement faire des petits bouts à plein de monde qui vont faire leurs petits bouts puis vont faire évoluer les organisations. Actuellement, chez Business.ca, il y a 425 personnes, 425 consultants. Mais malgré ça, si j'ai des mandats à combler, des clients qui veulent un consultant, puis je ne trouve pas la personne dans ce groupe-là, bien, je vais quand même aller chercher au-delà du groupe. L'énoncé de notre mission de Business.ca, il change très souvent. Alors, presque à chaque mois, je vais changer un petit peu comment la mission s'inscrit dans notre site web, mais reste que ça reste toujours la même mission fondamentale, c'est unir les consultants et les entreprises afin de favoriser la croissance économique et changer ensemble le monde du travail. Je vais aller à l'autre. Est-ce que j'ai quelque chose qui me brûle les lèvres? Je reviendrai tantôt. Je suis allée à un événement cette semaine, un événement sur le développement économique de notre région, Brome-Missisquoi. Puis, on a vraiment parlé des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. On disait qu'en 2030, au Québec, il y allait avoir 1 500 000 postes ouverts. Donc, on est en pénurie aujourd'hui, mais on va l'être encore plus dans 23 ans, dans 8 ans, excusez. Donc, il disait, les spécialistes, les panélistes qui étaient sur place nous disaient que même si on automatise full, même si on met en place l'intelligence artificielle, même si toutes nos usines sont électriques, ou en tout cas, si on avance beaucoup au niveau techno, puis même si on fait émigrer beaucoup de gens, même si on va chercher tous nos retraités, même si, bien, on n'y arrivera pas à combler les 1 500 000 postes en 2030. Donc, il disait que l'autre niveau d'innovation, ça va être juste de faire différent. On ne peut plus continuer à faire comme on fait là. Donc, faire les choses différentes, il parlait d'innovation sociale et de symbiose. Donc, ces panélistes-là, qui sont des gens... Pour la plupart des gens, il y avait même un ministre qui était là, des gens techno, disaient que
la seule façon d'y arriver, c'est de travailler ensemble et de collaborer. Donc, ça résumait très bien la mission de notre entreprise, qui est de travailler ensemble, puis de se faire confiance, d'avoir des fournisseurs d'un peu partout, que l'entreprise qui était compétitrice avant devienne une collaboratrice, de ne pas se voler les employés, de ne pas créer de chicanes entre les entreprises, parce que là, de plus en plus, on se fait appeler des fois pour des mandats de recrutement, de chasse de tête. Puis là, avant, c'était un peu plus respectueux. Bien là, on ne va pas chasser la tête de telle entreprise parce que c'est nos fournisseurs. Là, maintenant, on s'est rendu, là, appelle-les quand même, là, on est tellement dans la merde. Puis là, là, c'est rendu on va chercher les gens dans les autres entreprises. C'est un peu du cannibalisme, là, d'aller chercher les gens, d'aller recruter ailleurs, ça nous fait pas grandir socialement. Alors, il faut faire avec ce qu'on a puis travailler ensemble. Bon, c'est bien beau dire ça. Peut-être que vous allez me dire, c'est bien beau, Karine, qu'est-ce que tu dis là, mais dans la vraie vie, dans notre quotidien, ça ne marche pas de même. Mais je comprends que ça ne marche pas de même dans le quotidien. C'est une évolution. Puis c'est juste, si on commence à penser différemment, bien, peut-être que dans 2 ou 3 ans, on va faire différemment. Donc, on ne peut pas tous se transformer aujourd'hui. Bon, alors c'est ça, nous sommes reliés un à l'autre et nous sommes ici pour co-créer notre future planète. Je reviens un petit peu à ce que j'étais tantôt. Bon, j'en ai déjà parlé dans le fond que l'idéal, c'est d'avoir les bonnes personnes dans les bons mandats ou dans les bons postes et pour le temps qu'ils ont à faire, ces bonnes personnes-là. Je vous ai parlé d'ouvrir les livres. Ça, c'est déjà, je vous ai déjà fait mention de mon partage des profits à tout le monde. Puis, ça a été quand même un assez gros step, là. Mais pour moi, c'est rendu hyper ouvert. Mon travail, c'est vraiment, notre travail chez Business.ca, c'est vraiment, on se focus là-dessus, découvrir les talents, savoir qui veut faire quoi, dans quel genre d'entreprise, puis après ça, faire découvrir ces talents-là à l'ensemble des entreprises, pour l'instant au Québec. Alors, le reste, ça vient tout seul. On est ici pour évoluer ensemble et pour co-créer. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de mes notes. Ouais. Voilà. Alors, je finis en disant au plaisir de co-créer avec vous. Je vais arrêter mon partage. Est-ce que, bon, il nous reste un bon 15 minutes. Si vous voulez, on peut partager. Vous pouvez me partager vos impressions, partager ce que vous voyez qui pourrait être risqué, ce que vous voyez qui ne fait pas de sens, qu'est-ce que vous voyez que je peux travailler encore plus, ou whatever. J'aimerais ça vous entendre, votre impression. Bien, ce que j'ai comme information, c'est que les milléniaux s'intéressent beaucoup plus à l'entrepreneuriat pour eux-mêmes. Oui. Devenir travailleur autonome comme façon de travailler. Ça pourrait être la génération qui s'intéresse le plus à ça. J'aimerais savoir ton point de vue par rapport aux milléniaux qui, techniquement, surtout ceux qui ont moins d'expérience, puis qui ont peut-être un petit peu moins de connaissances, parce que quand on commence sur le marché du travail, techniquement, on a un petit peu moins de connaissances. Puis ça dépend, il y en a qui commencent avec beaucoup, par exemple, s'ils ont toutes sortes de certifications en informatique, puis que ça prend ça pour faire le travail, bien, ils commencent déjà en haut que l'autre n'a pas de mise à jour. Fait que,
comment tu vois ça, finalement, le ratio là, expérience, puis même connaissance versus entrepreneuriat, travailleur autonome, micro-entreprise? Bien, c'est sûr qu'il y en a de tous les âges là, qui partent à leur compte. Là. À date, j'ai aucun problème même avec les jeunes, là, ceux qui sortent de l'école qui veulent juste être déjà à leur compte. Il y en a qui sont hyper impressionnants, là, même s'ils n'ont pas 20 ans d'expérience. Puis justement, on va les mettre dans des mandats qui leur ressemblent, là, puis qui leur plaît, puis dans lequel ils vont se sentir à l'aise. Peut-être pas que je les mettrais dans un mandat de réflexion, d'animation de réflexion stratégique, mais on peut les mettre dans des mandats d'accompagnement en recrutement, des mandats d'accompagnement en TI, en révision de processus, en marketing, parce que chez Business.ca, on travaille vraiment dans plusieurs domaines. Là. Fait que, puis la partie comptable, là, comment organiser leurs finances, bien là, ça on ne s'occupe pas de ça. Là. Par exemple, là, les aider à créer leur business. Mais sinon, de tous les âges, il y a des consultants. OK, ben, je dirais même de tous les niveaux d'expertise. Parce que l'âge n'est pas nécessairement relié au niveau d'expertise. Oui, c'est ça. Oui. On va trouver vraiment, chez Business.ca, c'est sûr qu'on ne présente pas des consultants qui ne fitent pas avec le mandat qu'on nous demande. Là, fait qu'on va toujours aller chercher selon l'expertise demandée. J'ai des clients qui disent « ça ne me dérange pas si c'est un green. » là. OK. Puis, est-ce que tu les vois de plus en plus, les milléniaux, dans les groupes, dans les gens avec qui… je dirais pas tellement plus qu'avant. La moyenne est vraiment plus autour de 40 ans, je dirais. Les travailleurs autonomes, là, sont plus vers l'âge de 40 ans. OK. 30, tu ne les vois pas encore. Ben, j'en vois quelques-uns, par exemple, mais pas plus ouais. qu'avant, là, pas plus qu'il y a 2 ans. OK. Milana? Je vais ouvrir mon micro seulement parce que je suis dans la cuisine. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Bien, je voulais juste dire que pour les milléniaux, moi, j'en vois beaucoup de jeunes femmes qui ont pris le saut là, de se partir en affaires pour vraiment concilier travail, famille. Parce que, puis j'en ai vu, en tout cas, beaucoup là, depuis le début du COVID, puis les adjointes virtuelles, entre autres, on en a vraiment énormément. J'ai vu beaucoup de monde dans le domaine du marketing et des communications, d'où je viens, aussi se partir à leur compte, des jeunes, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils se lancent, puis là, on les voit, là, ils sont sur la route, partout dans le monde, ils voyagent, puis ils travaillent, puis c'est le bonheur. Puis c'est vraiment… puis ce qui est beau là-dedans, les milléniaux, ce que j'aime d'eux, moi, c'est qu'ils sont hyper intelligents. Puis tu sais, tantôt, quand tu as parlé du travailler différemment, être plus collaboratif, bien, tu sais, moi, je ne suis pas inquiète des départs massifs des baby boomers à la retraite qui sont figés dans des systèmes et des façons de faire qui demandent beaucoup de jus et d'énergie et de personnes, alors que les milléniaux ont des façons de faire beaucoup plus efficaces et orientées, pas sur… oui, ils sont orientés vers les résultats, mais ils ont une autre façon de réfléchir, d'autres valeurs, puis je pense que ça vaut la peine là, de s'ouvrir puis de réfléchir comme eux. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient ajouter quelque chose? Non? Parfait. Alors, ben, je vous remercie. J'espère que ça a été inspirant. J'espère que ça va vous faire un petit pas vers l'évolution des organisations. Probablement que vous étiez déjà très, très intéressé à l'évolution des organisations parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est le signe et que ça va vous faire… que ça va aider vos organisations aussi à faire ce pas-là. Alors, sinon, ben, je vous souhaite un bel après-midi. Ça a été un petit peu plus vite que je prévoyais, mais je t'ai parlé un peu trop vite. Nicolas, tu as quelque chose à dire? Oui, bonjour tout le monde. Il y en a probablement qui… Est-ce qu'il y en a qui sont nouveaux dans le groupe? Là? Vous pouvez écrire peut-être un oui dans le chat.
que c'est votre première buzz rencontre que vous avez. C'est pas une buzz rencontre aujourd'hui, Nicolas. Non, excuse-moi. Un webinaire, premier webinaire, pardon. Bon, s'il y en a parmi vous qui sont des nouveaux membres au niveau de la plateforme ou encore dans business.ca à la base et qui aimeraient participer de façon très informelle à une petite rencontre d'introduction, je pourrais me porter volontaire pour un peu vous présenter ça, puis en même temps vous guider un peu à travers la nouvelle plateforme parce qu'il y en a beaucoup qui ont des questions. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc vous pouvez m'écrire à support, S-U-P-P-O-R-T, A-commercial, business.ca, B-U-Z-I-N-E-S-S.ca. Donc, écrivez-moi, puis je vais faire une petite, pas une cohorte, là, ce ne sera pas un programme de formation, mais une petite séance là, d'accueil, si on veut, au sein de la plateforme et de business.ca. Merci. Super. Karine, je ne sais pas s'il est encore temps de poser une question. Oui, Laurence. J'étais comme Lana dans ma cuisine en train de dîner, donc je me suis dit, je ne vais pas parler la bouche pleine. Mais si on a un petit 5 minutes encore, là, moi, j'aimerais apporter un point par rapport à l'holacratie. C'est un modèle qui est vraiment très, très, très intéressant. Moi, je fais partie, par exemple, de Nourrir, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est un groupe d'achat alimentaire bio, éthique et vrac qui est déployé dans tout le Québec là, et qui vit ce modèle d'affaires-là depuis 7 ans, je crois maintenant, oui, 7 ans, et qui justement nous dit là, il y a 2 jours, choc, les fondateurs de Nourrir disent, si on ne trouve personne pour reprendre, Nourrir, après 7 ans, boucle son cycle de vie là, et ferme. Et je me demandais quel était l'impact de ce modèle-là sur là où nous en étions. Et pourquoi je dis ça? Parce que par ailleurs, j'ai découvert avec ma partenaire auprès de qui on travaille dans les entreprises familiales, on partage un autre modèle qui vient bonifier, je trouve, le modèle de l'holacratie, qui est le modèle des principes sources. Je ne sais pas si tu connais Karine, qui vient de Peter Koenig en Belgique. Enfin, les principes sources existent depuis des millénaires, mais lui, il a remis ça en lumière et ça vient ajouter vraiment du corps à l'holacratie pour que les entreprises qui prennent ce modèle-là perdurent bien plus dans le temps. Connais-tu les principes sources, Karine? Non. Mais parce que l'un des écueils qu'on voit de l'holacratie, c'est que le modèle horizontal, des fois, les gens ne sont pas forcément tous confortables pour savoir qui va faire quoi et qui va décider quoi. Et avec les principes sources, c'est l'idée qu'il y a dans une entreprise, par exemple, nous, avec les entreprises familiales, on dit dans votre entreprise, il n'y a qu'une seule personne qui est la source globale de l'entreprise. Et c'est quoi une source globale? C'est la personne, ce n'est pas le PDG forcément, c'est la personne qui a le flair. C'est la personne qui sait intuitivement dans quelle direction l'entreprise doit aller. C'est la personne qui arrive le matin et qui dit « Hey, j'ai écouté les informations hier soir, puis j'ai entendu ça. Je pense que ce serait une super bonne idée qu'on s'en aille par là. » Et ça peut arriver que dans une entreprise, cette personne-là, c'est la personne qui soit au secrétariat. Ce n'est pas du tout le dirigeant. Voilà. Mais ce qu'on dit, c'est que cette personne-là, par exemple, elle a un rôle clé. Et si elle n'est pas détectée dans une entreprise, l'entreprise décline. Donc, nous, on le voit en reprenariat. Si c'est le cédant qui a ce rôle-là et qu'il ne le transmet pas, l'entreprise, après, périclite. Et pourquoi je fais un lien avec l'holacratie? Parce que quand une source globale, elle a le flair, elle a les idées, c'est plus un canal de communication intuitif qu'elle a là, pour savoir dans quelle direction doit aller l'entreprise, mais elle ne sait pas comment faire les choses. Donc après, elle a besoin de sources spécifiques pour réaliser les affaires. C'est comme si toi, business.ca, j'imagine que tu es la source globale de business.ca, tu sais dans quelle direction l'emmener, puis tu as le flair pour savoir où l'emmener, mais tu as besoin, tous les consultants que tu attires à toi sont pour toi des sources spécifiques qui viennent concrétiser les affaires. J'ai le flair, mais j'ai surtout le flair d'entendre les bonnes personnes au bon moment pour faire des virages. Puis de ne pas penser que toute la réponse est dans ma tête à moi. C'est toujours des gens qui me disent, qui viennent m'inspirer et puis ça fait avancer l'organisation. Moi, je me laisse guider, mais en même temps, ça avance toute seule. Là. Je sais pas, tu sais,
tant mieux parce que les gens ont le courage de nommer les choses pour faire avancer. Peut-être que dans une organisation, une secrétaire, une adjointe administrative n'aurait pas le courage de dire au patron « Hey, je pense que j'ai une bonne idée, ce serait peut-être le fun qu'on fasse telle affaire. » Donc, elle ne le fait pas, malheureusement. Mais s'il n'y avait pas ce titre-là, je ne suis qu'une adjointe, ou dire ben, je travaille dans cette organisation-là, je contribue à cette organisation-là, j'ai-tu vraiment besoin d'un titre? Peut-être pas, tu sais. Oui, ben oui, tout à fait. Mais c'est intéressant, la source. J'aime ça. Oui, ça te plairait sûrement parce qu'en plus, c'est pas d'aujourd'hui, c'est juste remis en lumière aujourd'hui. Oui. Je n'ai pas le temps de tout lire. Pas que je n'ai pas le temps, mais je ne vois pas tous les commentaires. Marie-André dit que c'est aussi la capacité de créer des liens entre les idées et les gens. Puis c'est ça, il ne faut pas nécessairement attendre qu'il y ait un meeting de brainstorm avant de partager des idées. Il faut que ça soit toujours. La plateforme sert à ça d'ailleurs, Karine. Oui. T'es vraiment bon. J'aurais un petit point à rajouter, Karine, là-dessus, comme participante, comme consultante sur ta plateforme. Ce que je trouve intéressant dans ton modèle aussi, c'est que ça attire des gens qui aiment ce modèle. Tu sais, comme moi, je suis solopreneur, je travaille de mon côté depuis 2 ans. Bon, je ne suis pas là pour faire un pitch, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui font la même chose que moi. J'ai toujours la curiosité, j'ai exactement la même philosophie que Karine, mais de mon côté, à me dire, bien, je vais travailler comme un genre de réseau avec des gens hyper connectés, chacun dans leur domaine. Et à force de travailler ensemble, bien, c'est comme si on travaillait dans une entreprise aussi, tu sais, le côté de l'expérimentation puis de l'expérience aussi ensemble. Tout le monde a en commun, en tout cas ceux avec qui j'ai travaillé aussi, ont le même intérêt de servir le client aussi au bout de la ligne, de ne pas le faire à ses propres frais dans des fois l'apprentissage quand on commence à travailler ensemble, de bien rendre le service au client. Puis en même temps, on a toute la philosophie. Tu sais, j'ai rencontré une autre personne dans le groupe de business.ca, puis on s'est rendu compte, mon Dieu, on fait la même chose, mais avec 2 philosophies, 2 façons de faire complètement différentes. Moi, j'ai le volet commercial, lui, il est plus dans, moi, je l'appelais ça dans l'ésotérisme, il m'avait trouvé bien drôle. Mais on est différents, puis des fois, on se dit, bien, si on a un gros mandat, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on va pouvoir à ce moment-là se parler, puis se dire, bien, travaillons-là ensemble, on va se le partager. Moi, de la concurrence, je considère que c'est des partenaires potentiels pour moi. Il y en a qui ne me considèrent pas comme un partenaire potentiel parce qu'il n'y a pas de la concurrence, mais ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. C'est assez clair. On le voit rapidement, puis c'est correct aussi. Mais... Oui. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est ça. Puis souvent, j'aime ça, jumeler 2 consultants ou 3 consultants ensemble pour justement que le client ait une offre hyper globale. D'ailleurs, là, je suis dans nos nouveaux bureaux. On a un espace collaboratif où il va y avoir des espaces où les gens vont pouvoir venir travailler sur place. Donc, ça va être encore plus le fun de pouvoir se voir en vrai et d'échanger. Alors, c'est une grande organisation avec actuellement, c'est ça. Il y a 425 membres, mais tout le monde n'est pas super actif. Là, donc, il y a peut-être une cinquantaine de personnes très actives là, avec qui on parle régulièrement. Les nouveaux bureaux sont à Bromont. C'est à Bromont. Donc, vous allez pouvoir... on va l'afficher bientôt sur la plateforme. L'adresse, vous allez pouvoir louer des espaces avec le petit calendrier là, de location. Voilà, ça vous dresse un beau portrait de business.ca. Je reste encore là si vous avez d'autres questions. C'est bon? Alors, bon après-midi tout le monde. Salut Christiane, je ne t'ai pas salué. Oui, merci. Merci beaucoup, Karine. C'est vraiment Merci, Karine. Merci. Ça fait plaisir.